Napoléon et ses ombres. Donc, à cette époque de ma rencontre avec Flore, je traversais une période sinistre. Mon thème astral ne devait pas être beau à voir. Sa tangue est ferme du côté des planètes. Les Plutons, les Vénus, les Mars, les Jupiters se télescopaient dans un beau désordre. Je vivais dans un maelstrom de corps. Il ne s'agissait plus d'amour, mais de simulacre. J'abandonnais ma peau à qui la voulait. Tout n'était que tourbillon, ombre, lumière fulgurante, visage emporté aussitôt qu'entrevu, lèvres, ventre, sexe. Je m'accrochais à des filles à la dérive. Que voulais-je tirer d'elles? Je ne le savais pas moi-même. Je cherchais à fuir la solitude, à arracher de moi le passé. De ces étreintes, je n'ai retenu que le souvenir d'un magma de corps. Les jours ressemblaient à des nuits, et les nuits étaient blanches, le sommeil m'avait fui. Dans ces moments où l'on désespère de soi, il est rassurant de revenir à Napoléon. Confronté à ce bloc granitique de certitude, le désarroi sentimental fait figure de chagrin d'enfant. Et puis, toute grande histoire d'amour ne ressemble-t-elle pas à sa vie par son caractère fortuit en apparence, mais inéluctable et irrépressible dans son déroulement? On n'y peut rien changer, ni soustraire, ni ajouter aucun épisode. Ainsi, une histoire d'amour a son Brième, ses boules de neige, son Arcole, son 18 Brumaire, son Austerlitz, puis ses défaites, ses trahisons, son exil. Napoléon, comme l'amour, fait croire à la Providence. Une aventure à laquelle nous accordons tant de sens, qui mobilise tant d'énergie et en résume l'essence de notre être, ne peut pas être le fruit du hasard. Le Napoléon qui m'intéresse, ce n'est pas le triomphateur, toute catégorie assise sur le trône impérial. Celui-là, inimitable, on le laisse aux fous et aux mégalomanes. Mais l'homme blessé, humilié, qu'il fut si souvent. N'était-ce pas sur ce visage intime, le moins flatteur, le plus déshérité, qu'il méditait, quand dans les rares répits de l'action, il songeait à lui-même. Comme il devait l'obséder, ces instants énigmatiques où il avait cru tout perdre, ces plages noires où le cafard le submergeait au point que, n'attendant plus rien de bon en France, il pensait à s'exiler, à s'engager comme simple capitaine en Orient au service d'un pacha. Pour un esprit positif comme le sien, cette réflexion devait être particulièrement troublante. Il butait contre un mur. Il ne croyait qu'à l'action, au pouvoir de la volonté, et pourtant, il se sentait soumis à d'autres forces, incontrôlables celles-là, contre lesquelles, malgré son génie, il ne pouvait rien. Stendhal, dans la biographie avortée qu'il lui a consacrée, se demande si ce qui le rend si intéressant par rapport à Alexandre ou à César, ce n'est pas justement la connaissance que nous avons de ses faiblesses, de ses doutes, alors que nous ignorons tout des blessures morales de ses grands prédécesseurs. Aucun Bourrienne n'a laissé de témoignage de la nuit pendant laquelle César a hésité à franchir le Rubicon. Aucun général de Ségur n'était présent pour nous livrer le récit de ses angoisses la veille du jour où il devait se rendre au Sénat. Quand un aruspice lui a conseillé de se méfier des idées de Mars. Stendhal a raison. Napoléon est un héros moderne parce que, grâce au récit de ses erreurs et de ses désespoirs, nous pouvons imaginer qu'en dépit de la distance sidérale qu'offre son fabuleux destin, par certains traits, nous lui ressemblons. Parfois, je rêve d'écrire un ouvrage sur Napoléon qui retracerait ses désastres intimes, l'histoire des ombres et des échecs, qui constituait un puissant réservoir d'amertume où il puisait un surcroît d'énergie. Ce livre serait l'exact revers de ce qu'on a l'habitude de lire. Au lieu des Marengo, des Iéna, des conquêtes, je ferai le récit de tout ce qui a échoué. Ainsi, l'échec devant Saint-Jean d'Acre, puis celui de Moscou, nous masque-t-il une défaite plus grave, car on ne la replace pas dans sa perspective. La fin de son rêve d'Orient. Son ambition d'égaler Alexandre se perdait dans les neiges de la steppe russe, comme elle s'était dissipée dans les sables du désert arabique. Nul plus que lui n'a frôlé les gouffres. Presque à chaque instant, une vague d'un océan ténébreux menace de l'engloutir. N'a-t-il pas sans cesse présent à l'esprit le souvenir de la faillite de son père? C'est dans ce paysage de la banqueroute qu'il a conçu les avenues de ses rêves de gloire. À plusieurs reprises, il cherche la mort. Sous-lieutenant, il a songé au suicide. À Fontainebleau, il tente, très sérieusement, de mettre fin à ses jours. Au combat, plusieurs fois, il défie la mort et n'en réchappe que par miracle pendant la campagne de France, à Arcis-sur-Aube, puis à Waterloo,
Et avant, il y avait eu Arcole. C'est à Arcole qu'entre lui et la mort s'interpose Murion. Ce jeune colonel de 22 ans, officier d'ordonnance de Bonaparte, compagnon des campagnes d'Italie, ne porte pas un de ces noms qui accrochent la lumière. La gloire qu'il méritait n'a pas voulu de lui. Napoléon a eu beau faire pour imprimer son souvenir dans les mémoires et même baptiser de son nom une frégate, celle qui, en Égypte, lui permettra d'échapper à la flotte anglaise, l'oubli l'a enseveli. Il n'est cité que par accident. Feuchère ne l'a pas oublié lorsqu'il a sculpté le bas-relief de l'Arc de Triomphe où l'on voit Bonaparte s'emparer du drapeau pour franchir le fameux pont. Mais qui s'attarde devant ce pilier rongé par le gaz carbonique? Anatole France, dans Sous l'invocation de Clio, en a fait le héros d'une méditation sur l'histoire. Il y donne cours à son esprit buissonnier et gambade au cœur des événements, en savourant les conjectures d'une possible uchronie. À bord de la frégate la Murion, Bonaparte médite sur les aléas de la fortune et les mystères de la providence. Ce n'est pas un hasard s'il l'a choisi pour le ramener en France sain et sauf. Il tente de faire partager sa superstition aux marins inquiets. C'est ce navire qui nous porte aujourd'hui. Doutez-vous que ce ne soit un heureux présage? Non seulement la Murion est un vaisseau poussif à fond presque plat, mais la Méditerranée est truffée de bateaux anglais qui forment un blocus infranchissable. Au large de Saint-Jean d'Acre navigue l'escadre de Sir Sidney Smith, qui a déjà coulé la flotte française à Aboukir. Au nord de la Sicile, un ennemi encore plus redoutable menace, Nelson qui y croise comme un fauve attendant une proie digne de lui. Bonaparte tente pourtant ce pari impossible. Il quitte son armée avec une rapidité qui choque Kléber, le nouveau général en chef. Notre homme est parti comme un sous-lieutenant qui brûle sa paillasse après avoir rempli du bruit de ses dettes et de ses fredaines les cafés de la garnison. Bonaparte n'a emmené avec lui que quelques fidèles, Monge, Berthollet, Lafayette. L'amiral Ganteaume, qui l'accueille à son bord, est sans illusion. Il se décharge d'avance de sa responsabilité. « Je gouverne sous votre étoile. » Il ne pouvait mieux dire. Pendant ces quelques semaines de traversée, Bonaparte joue son va-tout. Pris par la flotte anglaise, c'en est fini de ses rêves de gloire. D'ailleurs, n'a-t-il pas sur lui un poison qui lui permettra d'échapper à la honte de ses geôliers? Pour l'instant, il philosophe devant les craintes des marins. Oser, calculer, ne pas s'enfermer dans un plan arrêté, se plier aux circonstances, se laisser conduire par elles, profiter des moindres occasions comme des plus grands événements, ne faire que le possible et faire tout le possible. Et il évoque les soldats qu'il a connus et qui ont eu le pressentiment de leur mort prochaine. Le général Laharpe à Codogno, le capitaine Aubelé, dit Minerve, tué devant Mantoue. Il y voit le signe d'une intelligence supérieure à la nôtre. Et devant Monge, il s'exclame. On n'évite pas sa destinée. Un homme supérieur voit la nécessité qui le borne. Il ne s'y brise pas. Être grand, c'est dépendre de tout. Les enfants sont volontaires. Un grand homme ne l'est pas. Qu'est-ce qu'une vie humaine? La courbe d'un projectile. La superstition de son destin l'habite. Il le dit encore à Monge, comme il l'écrira à Joséphine. Qu'est-ce que l'avenir? Qu'est-ce que le passé? Qu'est-ce que nous? Quel fluide magique nous emprisonne et nous cache les choses qu'il nous importe le plus de connaître. Nous naissons, nous vivons, nous mourrons au milieu du merveilleux. Et comme illustration de cette foi en son étoile, la Murion, après avoir évité de justesse la flotte anglaise, parvient à Fréjus. Murion, c'est l'ange gardien. De l'ange, il avait la beauté, la grâce, la bonté. Il avait été élevé dans l'ombre bienfaisante de la famille Choiseul. Son père était fermier général. Toutes les fées s'étaient penchées sur son berceau. Riche, bénéficiant de protection, marié à une des plus belles jeunes filles de Paris, ayant embrassé très tôt la cause de la Révolution, il en aimait l'idéalisme et tentait d'en limiter les injustices et le sectarisme. Il gardait les manières et la politesse de l'Ancien Régime, en dépit de son cœur dévoué à la République. Sa brève carrière militaire est plus rapide que celle de son aîné Bonaparte, auquel va l'attacher une admiration sans borne. Lieutenant à 15 ans, capitaine à 19, adjudant général à 22, il lui reste moins d'un mois à vivre. Arrive Arcole. Au début, la bataille se présente comme un désastre. Les soldats commencent à se débander. Bonaparte risque tout. Il décide de traverser le pont sous la mitraille pour ranimer le courage de ses troupes.
Jamais il ne s'est exposé d'aussi près à la mort. Au moment où la mitraille se déchaîne, Murion, qui ne quitte pas des yeux le général en chef, se jette sur lui pour le protéger de son corps. Quand Bonaparte se relève, il est couvert du sang de son aide de camp. Celui-ci, mortellement blessé, glisse et disparaît sous l'arche du pont où la rivière emporte son cadavre. On ne le retrouvera pas. Murion aurait été absent ce jour-là, malade, retardé. Bonaparte aurait disparu dans un combat de second ordre qui se présentait comme une défaite et qui se révélera quelques heures plus tard une victoire. Alors, sa mort aurait donné raison à Barras, qui, un jour qu'on l'avait cru mort, s'était exclamé « Bonaparte a disparu comme un aventurier de plus ». C'est la suite du destin de Bonaparte qui éclaire Arcole. Sinon, cette petite bourgade de Lombardie, cernée par des marais paludéens, ne mériterait pas le détour. Mort à Arcole, on ne parlerait pas beaucoup plus de cet impétueux général que de Moreau, un peu moins que de Bernadotte. Il aurait rejoint plus tôt que prévu ses héros, les Turel, les Grands Condé, les Césars, avec lesquels il espérait pouvoir parler métier dans l'au-delà. À moins, comme il le dit en plaisantant avec les convives de Longwood, qu'on ne s'effraie aussi, là-haut, de voir tant de militaires assemblés. À Sainte-Hélène, où il ne cesse d'ausculter le mystère de sa destinée hors du commun, le souvenir de ce jeune mort continue de le hanter comme le signe le plus manifeste de son étoile. Napoléon confie à Las Cases. Murion sacrifia sa vie pour sauver la mienne.